Je vote pour la science avec Isabelle Burgon. Bonjour à vous, j'espère que vous allez tous bien. Nous allons reparler des changements climatiques dans le regard des plus jeunes citoyens et citoyennes. La génération montante manifeste son inquiétude, avec raison, face au réchauffement de la planète. Il y a eu récemment un nouveau rapport du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, le GIEC, le rapport des rapports comme on l'appelle. Ce 6e rapport souligne encore l'urgence climatique. 15 jeunes tentent de poursuivre le gouvernement fédéral pour son inaction en matière de changement climatique et certains élèves de secondaire 5 aimeraient qu'on leur parle plus de climat à l'école. Revoir le programme scolaire pour éduquer à l'écologie et au changement climatique, est-ce possible? Nous vous en parlons tout de suite. Restez là. À Je vote pour la science, nous nous intéressons aux préoccupations des jeunes face au changement climatique, des jeunes de tous âges qui manifestent et même interpellent les gouvernements à la cour ou à l'école. Pour en parler, je suis en compagnie d'Albert Lalonde. Vous participez à la poursuite La Rose contre Sa Majesté le Roi. Vous militez au sein des mouvements jeunesse pour la justice climatique. Vous êtes chargé de projet pour le laboratoire Conscience climatique de la Fondation David Suzuki, c'est bien ça? C'est exact. Bonjour. Bonjour. Je suis aussi en compagnie de Camille Turcotte, directrice générale de l'Association pour l'enseignement de la science et de la technologie au Québec. Bonjour. Bonjour. Je suis aussi avec Marie Maltais, une élève de secondaire 5 de l'école secondaire Mont-Sacrement à Saint-Gabriel de Valcartier. Bonjour. Bonjour. Et de son enseignant de sciences et de technologie, Pierre-Olivier Cloutier. C'est bien ça? Enseignant depuis 15 ans au même établissement, c'est ça? Oui, je suis là. Moi, j'avais fermé mon micro. Donc, des jeunes montent au front pour défendre leurs droits face au gouvernement fédéral et aussi pour réclamer des changements dans le curriculum du programme de sciences et de technologie au primaire et au secondaire. Pour commencer, il y a la poursuite de 15 jeunes contre le gouvernement fédéral pour sa responsabilité dans les changements climatiques. C'était la fin des plaidoiries devant la Cour d'appel fédérale. Comment ça s'est passé et où en êtes-vous, Albert Lalonde? Alors, ça a bien été, évidemment. On a été en cours, on a eu une audience, donc on attend les résultats qu'on devrait avoir dans les prochaines semaines, les prochains mois. C'est certain que c'est un long processus. Donc là, on a eu une première audience en 2021 à la Cour fédérale. On a lancé la poursuite en 2019. Là, en 2023, on est en cour d'appel fédéral. Il faut savoir qu'on est en cour d'appel fédéral, donc pas sur le fond de la poursuite, c'est-à-dire sur toutes les questions relatives à nos droits, mais vraiment sur est-ce que c'est du domaine de la Cour, finalement, de trancher un litige qui est, selon le gouvernement, selon les avocats du gouvernement, trop politique et trop complexe. Donc, nous, évidemment, ce qu'on défend, c'est que nos droits devraient s'appliquer malgré que ça puisse sembler toucher à des enjeux politiques et que ce soit complexe. Parce qu'évidemment, les gaz à effet de serre, effectivement, c'est complexe. Le Canada a sa responsabilité qui lui est propre. Évidemment, le Canada n'a pas le contrôle sur l'atmosphère de toute la planète non plus, mais doit faire sa juste part. Donc, voilà où on en est. Donc, c'est vraiment de très longues démarches. Mais finalement, je pense que pour nous, si la Cour peut pas agir pour défendre nos droits face à la plus grande menace que connaît l'humanité depuis probablement toute son histoire, ou en tout cas face à cette menace existentielle-là, qu'est-ce qui reste comme recours? Donc, je pense qu'on a essayé, on a épuisé toutes les manières de se mobiliser pour convaincre le politique, pour convaincre le législateur de jouer son rôle, et donc, voilà, on se tourne aujourd'hui vers la Cour parce qu'on a épuisé un peu les moyens qui s'offraient à nous. Donc, ça pose quand même des sérieuses questions là, si le droit ne peut pas nous protéger, si la Cour ne peut pas nous protéger. Oui, c'est pas la première poursuite. Il y avait eu Environnement Jeunesse avec aussi une dizaine de Québécois qui avaient échoué justement à aller à contester et faire valoir leurs droits. Est-ce que vous êtes optimiste? Ouais, je suis relativement optimiste. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'Environnement Jeunesse, je pense que c'est bien d'avoir une pluralité de recours parce que il y a plusieurs chemins juridiques qu'on peut emprunter pour
avoir gain de cause sur une même question. Environnement jeunesse, c'est un recours collectif. Donc, ce qui était demandé, si je ne m'abuse, c'était la création d'un fonds avec l'obtention de $300 par Québécois qui avait moins de 35 ans en 2018. Donc là, on est sur un recours bien différent de notre côté. On poursuit vraiment nos noms personnels par rapport à des effets des changements climatiques précis qu'on vit déjà dans notre vie au quotidien. Je pense à des maladies, par exemple. Je pense à l'effet des canicules, à l'effet du verglas, aux grandes vagues de froid. Je pense, quand je parle de maladies, je parle de la maladie de Lyme notamment, je parle de personnes qui ont de l'asthme et qui sont très affectées, par exemple, par les feux de forêt, puis par la qualité de l'air. Je pense à toutes les contraintes engendrées par les changements climatiques en matière de transport. Je pense à tous les effets psychologiques aussi que ça a. Moi, par exemple, vos motivations à vous, c'est quoi parmi tout ça? Ben c'est beaucoup évidemment. Je pense que on est 15. Moi je suis la seule personne qui vit au Québec. Les autres sont répartis dans toutes sortes partout dans les autres provinces. Donc je pense qu'il y en a aussi la moitié des plaignantes qui sont autochtones. Donc il y a aussi des motifs là, de plainte qui sont relatifs à leurs droits culturels. Par exemple, je pense à des éléments du territoire qui disparaissent à cause des changements climatiques. Donc des espèces qui sont très importantes d'un point de vue ancestral puis qui disparaissent. Je pense aussi puis à tous des aspects de sécurité alimentaire, par exemple des communautés qui sont dans des déserts alimentaires qui avant dépendaient de la pêche au saumon, par exemple, qui aujourd'hui n'ont plus de saumon ou très peu. Avant, il y en avait pour se nourrir tout l'hiver. Maintenant, il y en a un par famille, par année environ. Donc, bon, évidemment, ça, c'est pas relatif à moi, mais je pense que ça s'inscrit quand même c'est un aspect très important de la poursuite. Et donc, c'est ça. Moi, c'est beaucoup l'aspect psychologique, le poids du militantisme, mais aussi le poids de la crise climatique quand vient le temps de se projeter dans le futur, c'est-à-dire de devoir réfléchir à une carrière dans ce prisme-là, de devoir réfléchir à vraiment... Puis ce poids qui pèse sur les jeunes, finalement, puis c'est pas normal qu'on doive lutter nécessairement... en tout cas, je pense qu'il a toujours fallu lutter dans l'histoire, mais en même temps, je pense que la jeunesse porte le fardeau de cette crise existentielle sans réponse de la part du législateur, je pense que ça amène vraiment un fardeau psychologique. Pour moi, c'est toute l'éco-anxiété, c'est des émotions très... J'ai de la difficulté à en parler en ondes, mais c'est des émotions très sombres. Puis vraiment quelque chose qui, au final, structure toute ma vie parce que... Mais ce qui fait ça, c'est le défaut... de la Chambre des communes, du gouvernement, de prendre sa responsabilité. Oui, peut-être nous donner un petit rappel des dispositions de la Charte canadienne selon vous, le gouvernement viole en raison de son manque d'action, justement, pour lutter contre les changements climatiques. Oui, bien sûr. Donc, c'est surtout l'article 7, donc, qui garantit le droit à la vie, à la liberté, à la sécurité de la personne. Donc, par exemple, quand le gouvernement, puis on lie à ça la doctrine de la fiducie publique, c'est-à-dire que c'est une doctrine qui a été reconnue comme existant en droit canadien en 2004, mais par rapport à laquelle les cours n'ont jamais vraiment légiféré dans le fond. Mais c'est un principe qui est hérité du droit anglais et dont les cours ont reconnu qu'il s'appliquait au Canada. Donc, c'est un devoir du gouvernement de protéger certaines ressources pour le bien commun, pour le futur. Donc, je pense au pergélisol, je pense aux zones côtières, je pense aux forêts, notamment. Alors voilà, c'est des ressources que le gouvernement... et donc, le fait que le gouvernement ne réduise pas ses émissions de gaz à effet de serre menace l'ensemble de ces piliers naturels-là, écosystémiques dont on a absolument besoin. En plus de toutes les conséquences qu'on vit au quotidien, donc qui constituent une violation de droit à la vie, à la liberté, à la sécurité de la personne. Puis l'article 15, donc le droit à l'égalité devant la loi, parce qu'évidemment, notre jeune âge fait en sorte qu'on est disproportionnellement affecté par cette crise. Puis il y a vraiment un caractère d'injustice intergénérationnelle qui est très important. Finalement, il y a l'article 35, donc qui est relatif aux droits des nations autochtones, donc notamment par rapport aux biens, au patrimoine culturel que je citais. Entendu. Puis, que demandez-vous concrètement à la Cour? Ce qu'on demande, c'est de demander au gouvernement de mettre en place un plan de rattrapage climatique. C'est quoi ça, un plan de rattrapage? Oui, c'est un peu mystérieux, mais pour détailler, là, c'est simplement, évidemment, c'est pas la Cour qui va dicter à elle-même la politique publique, c'est vraiment du ressort du gouvernement là, de prévoir le projet de société, d'élaborer le projet de société là, qui va nous permettre de décarboner le Canada, mais
concrètement, c'est ça. Donc, la Cour s'assure que le gouvernement fédéral mette en place un plan de rattrapage climatique en vertu duquel le Canada ferait sa juste part pour réduire les émissions de GES à l'échelle mondiale. Donc, il faut savoir qu'on est un des plus grands pays émetteurs par habitant. Donc, aussi, je veux dire, on parle souvent, par exemple, de la cible de carboneutralité en 2050 qui est indiquée par le GIEC, qui devrait atteindre par l'ensemble des pays du monde. Mais un pays comme le Canada qui émet, où on émet parfois 10 fois plus par habitant que dans d'autres pays, ne peut pas atteindre les mêmes cibles. Exactement. Il faut qu'on atteigne la carboneutralité bien avant parce que nous, on a un niveau de développement qui est bien plus élevé. Donc, je veux dire, on a énormément d'émissions, c'est-à-dire qu'on a plus d'émissions dans lesquelles retrancher. Les pays qui sont déjà au minimum en termes de GES, ben, il n'y a pas grand-chose dans lesquels ils peuvent couper finalement, à part vraiment les besoins vitaux de la population. Donc, évidemment, il y a une responsabilité à ce niveau-là. Le Canada a aussi, je pense, tout un arsenal de technologies. On est un pays qui peut facilement réduire ses émissions. On a un accès aux technologies, par exemple, en matière d'énergie propre. On est riche aussi. On a beaucoup d'argent, donc voilà, donc donc par rapport à la meilleure science aux dernières données scientifiques disponibles et les plus fiables, c'est ça, on s'attend à ce que la Cour ordonne au gouvernement de mettre en place ce plan-là et évidemment déclare inconstitutionnel toute son action. Donc, à l'origine des changements climatiques, je pense à tout le soutien que le gouvernement apporte à l'industrie des combustibles fossiles, des sables bitumineux notamment. Oui, surtout. On va dire cela. Oui, vous l'avez entendu, il y a beaucoup de préoccupations. Madame Turcotte, les jeunes sont et seront les plus touchés par les changements climatiques. Présentez-moi l'initiative que soutient votre association pour obtenir du ministre Drainville l'annonce d'une révision du programme ou pour y inclure l'éducation au changement climatique, finalement. Oui, en fait, l'origine du projet est intéressante. En juin 2022, j'ai été invitée à Paris pour représenter le Québec au séminaire international sur l'éducation au changement climatique qui a été organisé par l'OCE, qui est l'Office for Climate Education. L'OCE est chapeauté par l'UNESCO et le GIEC. Le séminaire, il a réuni 26 pays, des 5 continents, donc pour discuter puis échanger au sujet des changements climatiques. Puis un des objectifs était d'élaborer un plan d'action pour favoriser l'inclusion des changements climatiques dans les programmes scolaires là, dans nos pays respectifs. Donc, suite à ce voyage, la STQ a pris le leadership d'un groupe de travail pour inciter le ministère de l'Éducation là, à mettre à jour les programmes de sciences et technologies du primaire et du secondaire pour y intégrer l'éducation au changement climatique. Puis c'est aussi pendant que j'étais à Paris que j'ai reçu un article écrit par Marie Maltais, qui est avec nous aujourd'hui, qui était alors en secondaire 4, et un article dans lequel elle faisait état des lacunes de sa propre éducation au changement climatique du primaire au secondaire, et elle suggérait des pistes pour y remédier. Puis le groupe de travail, on a décidé en fait d'intégrer Marie au groupe, donc parce qu'on jugeait qu'inclure la voix des jeunes à notre initiative, c'était une condition essentielle pour faire bouger les choses. Donc, depuis, on accompagne Marie, on fait rayonner ses actions, on l'aide à recruter des répondants à ses sondages, on lui ouvre des portes, puis on fait porter sa voix. Donc, puis nos membres sont d'ailleurs très réceptifs à ces actions. Oui, une jeune pour tous les jeunes, ça fait beaucoup sur les épaules de Marie Maltais. Justement, Madame Maltais, vous trouvez que les changements climatiques ne sont pas assez présents dans le curriculum du primaire au secondaire? Expliquez-moi. En fait, c'est des sujets qui sont dans le programme à certaines années, là, on va l'admettre, on va le donner, mais qui prennent un peu le côté quand les enseignants doivent, notamment en sciences et technologies de l'environnement, là, en secondaire 4, qui est le programme enrichi. Donc, ces sujets-là prennent un peu le côté parce que, il faut se préparer aux examens du ministère. Et à l'examen du ministère, c'est pas les questions environnementales qui sont abordées. Et donc, comme le programme est déjà très gros, voire peut-être trop gros là, dans ce cas-là, c'est ces questions-là qui sont un peu oubliées. Puis, dans d'autres années, elles sont presque totalement absentes là, dans le programme en tant que tel. Donc, quand on parle de changement climatique, oui, on parle de réchauffement planétaire, mais il faudrait aussi parler de l'impact de l'humain directement des océans, par exemple, ou des sols, au-delà des gaz à effet de serre, puis de la différence entre une banquise et un glacier. Là. Oui. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'envoyer cette lettre, justement, à l'association? Oui, en fait, c'est mon père qui a fait le lien, puisque lui-même m'avait demandé là, d'écrire une espèce de rapport là, qui faisait un état des lieux de ce que moi, j'avais reçu comme enseignement
et de l'enseignement que je pensais nécessaire de faire, du primaire au secondaire, par année. Et ensuite, mon père, donc, a lu ce rapport-là et s'est dit que, il était pertinent et il l'a partagé à Camille, là, et ensuite, on a fait les démarches pour la publication. Oui, donc il y a de l'espoir dans les vieilles générations quand même, c'est ça? Si j'entends bien ça. Oui. Même sur notre comité, là, on regroupe des gens de secondaire 5 à la soixantaine. Là. Donc, oui, on est assez vaste là, dans les générations qui sont impliquées. Votre professeur est à côté. Monsieur Cloutier, vous constatez aussi qu'il y a certains aspects du programme qui sont un peu désuets. Lesquels le sont, selon vous? Écoutez, c'est sûr que on pourrait passer au peigne fin toute la notion du programme, mais on passe beaucoup de temps sur les notions classiques, donc la physique classique, la chimie classique. On a un petit peu de biologie à travers. C'est bien parce que ça nous permet de savoir d'où on vient et de bâtir nos connaissances là-dessus. Moi, personnellement, je pense que il y a déjà beaucoup de concepts qui sont vus dans les premières années du secondaire qui permettent de construire, de consolider cette compréhension du climat, de tous les mécanismes au niveau de l'atmosphère, au niveau de l'hydrosphère. C'est déjà quand même bien présenté parce qu'on ne peut pas aller non plus trop profondément parce que nos élèves construisent leur savoir. Moi, ce que je pense, par contre, c'est qu'au niveau on peut parler de désuétude, on peut parler de choses qui doivent être actualisées. Moi, c'est ce que je préfère dire. Je pense que ça ne passe pas par les concepts d'éducation à l'environnement, à toute la problématique climatique qu'on a en ce moment, mais bien par la pensée critique. Et pour ça, évidemment, au niveau du programme, je pense qu'on doit faire de la place, qu'on doit élaguer, mettre un petit peu plus de temps pour que les enseignants du secondaire, du primaire puissent avoir un peu plus de temps pour aborder ça dans une perspective de projet. Évidemment, là, quand on parle de pensée critique, on parle de réflexion, on parle d'humain. Et inévitablement, les enseignants de sciences humaines sont nos meilleurs alliés là-dedans parce qu'ils possèdent le bagage de psychologie, d'anthropologie, de sociologie. Et nous, on a l'aspect connaissance, l'aspect démarche scientifique derrière ça. Donc, je pense que dans nos programmes, ce qu'il faut d'abord et avant tout, c'est faire un petit peu de place à cette éducation-là, mais en passant vraiment par la pensée critique. Puis en s'alliant avec nos collègues de sciences humaines, on vient vraiment chercher le meilleur des deux mondes, donc les connaissances scientifiques d'un côté et la pensée critique de l'autre. Et inévitablement, une dernière action que je pense nécessaire dans l'actualisation de nos programmes de sciences, c'est peut-être d'inverser le ratio des connaissances par rapport à la démarche expérimentale au niveau de l'évaluation de nos élèves. Donc ça, c'est un autre dossier que Mme Turcotte connaît bien ici, mais en inversant notre ratio, du moins de diminuant l'impact des connaissances versus la démarche expérimentale, pour faire une histoire courte aux gens qui ne sont pas des érudits d'éducation qui nous écoutent. Actuellement, sur le bulletin d'un élève du secondaire, on attribue 60% du résultat aux connaissances scientifiques et 40% du résultat à la démarche expérimentale. Ce qu'il faut comprendre, c'est que des concepts, c'est en mutation constante. C'est-à-dire que de comprendre la géologie, de comprendre les phénomènes qui se passent au niveau de l'atmosphère qui ont un impact sur les changements climatiques, c'est une science qui est en évolution. Et c'est une science qui va, les connaissances vont s'approfondir dans la prochaine décennie, inévitablement. Donc, ce vers quoi il faut se tourner, selon moi, c'est de faire davantage de place à la démarche expérimentale, à la rigueur, à l'interprétation des données probantes, pour qu'on éduque nos élèves à ce qui s'en vient et non pas à ce qui s'est passé il y a 1 siècle, 2 siècles, 3 siècles. Donc, c'est vraiment une action, selon moi, qui est nécessaire dans l'actualisation du programme, faire davantage de place à la pensée critique en alliant nos collègues de sciences humaines et inévitablement en faisant plus de place à la démarche expérimentale dans notre quotidien avec nos élèves. Oui, un programme un peu plus souple. Madame Turcotte, quels sont les besoins des enseignants de sciences et technologies en matière, justement, de développement professionnel en lien avec ces changements climatiques? En fait, il existe beaucoup de ressources disponibles.
effectivement, les enseignants sont débordés. Il faut les faire connaître aux enseignants, ces ressources-là. Il faut les former à utiliser ces ressources aussi. C'est d'ailleurs ce que nous allons faire là, les 19 et 20 octobre prochains, lors de notre congrès annuel, notre 56e congrès annuel, qui rassemblera 500 congressistes autour du thème de l'éducation au changement climatique. À l'horaire de ce congrès-là, on va avoir notamment un représentant de l'OCE, l'Office for Climate Education, qui eux, se servent des rapports du GIEC, les remâchent pour les vulgariser là, spécifiquement pour les enseignants et développent ensuite des activités pratiques qui sont réalisables en classe, qui mettent de l'avant la démarche d'investigation scientifique et qui abordent tous les enjeux soulevés par le GIEC. Donc, on va avoir au congrès des scientifiques qui viennent mettre à jour les connaissances scientifiques des enseignants sur les changements climatiques. On va avoir aussi des ateliers main à la pâte là, d'activités pour faire vivre aux enseignants des activités sur les changements climatiques qui vont pouvoir ensuite reproduire en classe. Donc, le congrès servira à outiller les enseignants qui auront envie d'intégrer plus de changements climatiques à leur enseignement à le faire. Puis, Entendu. Monsieur Cloutier, vos besoins à vous? Mais ce qu'il faut, en fait, c'est donner un petit peu plus de temps et aussi peut-être amener, comme je disais, bon, il n'y a pas de ressources monétaires comme telles, il n'y a pas de, mais c'est en diffusant, en rendant accessible matériel qui est approuvé, qui est corroboré par la science, en diffusant massivement dans les écoles. Je pense que c'est là qu'on va donner un petit peu de ressources aux profs pour comment s'imprégner de tout ça. Inévitablement, c'est du temps. C'est du temps que ça prend à nos collègues pour être capables d'en jaser avec leurs élèves, de favoriser l'interdisciplinarité pour amener les élèves à réfléchir là-dessus. Comme je le disais, on a déjà pas mal de conceptuel pour aborder la question. Oui, Marie, c'est quoi que vous auriez besoin concrètement tout de suite pour justement être peut-être moins éco-anxieuse ou avoir justement un peu plus d'informations sur les changements climatiques dans votre classe? En fait, dans ma classe, dans les médias, je veux dire, je pense pas que quoi que ce soit à faire cette année, dans le sens que on est chanceux d'avoir des enseignants qui sont informés. Puis après ça, je dirais, si on prend plus le point de vue de l'année dernière, parce que cette année, bon, physique, chimie, c'est plus le même programme nécessairement. Mais si on prend par exemple l'exemple de l'année dernière, l'enseignant lui-même, ouais, exact, secondaire 4, l'enseignant lui-même nous a dit que le programme était trop gros pour être en mesure de nous parler de ces sujets-là. Donc, dans les médias, je pense qu'il faut une révision du programme en soi par le ministère de l'Éducation. Oh, c'est direct. Entendu. Oui. Pour terminer, Albert Lalonde, vous êtes toujours avec moi. Là, vous avez été porte-parole du collectif Pour le futur, derrière les grèves pour le climat des vendredis dans les écoles secondaires. C'est quoi l'importance ou le rôle de l'école là-dedans, dans la formation militante ou citoyenne? Moi, j'ai tendance à dire qu'il faut une école qui nous forme à nous révolter parce qu'on est face à un état du monde qui est franchement dangereux, où le sens commun a peu d'importance. En tout cas, peu d'impact sur la prise de décision. Je pense que c'est manifeste à ce point-ci. Donc, on nous apprend beaucoup à obéir à l'école, mais ce qu'on nous apprend pas, c'est qu'on a des droits politiques et que nos droits politiques, ça inclut le fait de perturber, ça inclut le fait de faire tout ce qui a besoin d'être fait de manière pacifique, mais pour vraiment nous faire entendre. Donc, on peut faire des grèves. Moi, je me rappelle, en 2019, j'étais au secondaire, puis on a tenu une assemblée générale. On était 850 dans notre cafétéria, évidemment, bon, on a forcé la direction à collaborer avec nous parce qu'on avait la force du nombre de notre côté. Puis là, on a tenu une assemblée générale avec un vote démocratique sur une grève, donc une grève formelle comme ça se fait dans les cégeps, dans les universités. C'était une première étape, mais c'était vraiment de faire fi de tous les niveaux d'autorité qu'on avait au-dessus de nous, donc les enseignants, les parents, la direction, puis vraiment de faire valoir nos droits. Puis
de faire valoir nos droits comme de cette façon-là, c'est un droit, puis c'est pourtant quelque chose qu'on nous apprend pas. Je veux dire, je pense à tous les jeunes, moi j'en ai fait partie, qui s'efforcent, qui font un travail immense dans les comités verts, des écoles primaires, secondaires, partout. Puis à chaque fois, on dirait que quand les élèves s'impliquent, c'est très souvent perçu comme un élément perturbateur, tout ça, alors que, donc, dès qu'on s'implique, qu'on demande des changements qui devraient aller de soi, je veux dire, franchement, du recyclage dans une école, moi, il n'y avait pas de recyclage dans mon école secondaire en 2018, ou en tout cas, il y en avait seulement dans la cafétéria, bref. Avoir juste du recyclage, du compost, ça devient des immenses combats, et donc, qui sont perçus comme un élément de perturbation, c'est presque perçu comme un dérangement que les élèves s'impliquent pour ça. Alors que les droits politiques des élèves, ben franchement, ils vont beaucoup plus loin. Puis l'esprit critique, ça implique aussi le fait de défier l'institution dans toutes ses failles, puis de vraiment aller au fond des choses, de critiquer la manière dont notre éducation est structurée. Par exemple, en ce moment, à l'école, ben, l'école est très structurée par la punition, c'est-à-dire on parle encore de retenue, etc. L'école est aussi très structurée par les notes. Donc, finalement, je veux dire, je pense que la crise climatique nous force à sortir d'une logique d'accumulation, nous force à sortir d'une logique peut-être de productivité effrénée, toujours croissante, parce que finalement, c'est ça la croissance économique aussi. Mais franchement, à l'école, le but à l'école, c'est d'avoir c'est d'avoir le plus possible de points qui sont finalement quelque chose d'un peu abstrait. Donc, le plus de points de pourcentage, mais finalement, qu'est-ce que ça représente? Qu'est-ce que ça évalue vraiment des aptitudes de chaque élève? Sachant qu'on ne part pas non plus tous et toutes du même point en fonction de toutes sortes de facteurs socio-économiques. Et donc, je pense qu'il y a beaucoup d'inégalités, ne serait-ce que dans les notes. Puis donc, je pense que toutes ces injustices-là qui sont aussi dans la structure de l'école, je pense à l'éducation à 3 vitesses, où on a des programmes, on a le privé, on a le public avec des programmes particuliers, ensuite on a le public dit régulier. Mais donc, toutes les injustices que ça engendre, je pense que c'est fondamental d'un point de vue de la résilience climatique, de les remettre en question, de structurer ça de façon différente. Je pense que pour moi, la justice climatique, c'est un projet de justice sociale fondamentalement. La transition écologique, c'est un projet de justice sociale. Alors, voilà, je pense qu'il y a un gros programme, mais je pense qu'il faut apprendre à se révolter, puis il faut revoir toutes les injustices que perpétue l'école. Oui, donc ça va être le mot de la fin. Merci beaucoup. Donc vous venez de l'entendre, était en compagnie d'Albert Lalonde, qui participe à la poursuite La Rose contre Sa Majesté le Roi et qui milite au sein de Mouvement Jeunesse pour la justice climatique, chargé de projet pour le laboratoire Conscience climatique de la Fondation David Suzuki. Merci. De Marie Maltais, une élève de secondaire 5 de l'école secondaire Mont-Saint-Sacrement, de son professeur ou son ancien professeur peut-être de secondaire 4, Pierre-Olivier Cloutier, enseignant de sciences et technologies. Donc même établissement, et de Camille Turcotte, directrice générale de l'Association pour l'enseignement de la science et de la technologie au Québec. Voilà, c'est tout pour cette semaine. À la régie, Daniel Fortin. À la recherche, cette semaine, la réalisation et au micro, Isabelle Burguin. Je vote pour la science est une production de l'agence Science Presse avec Radio VM. Vous pouvez écouter l'émission de nouveau jeudi de cette semaine en rediffusion et sur la page de l'émission sur le site de l'agence Science Presse. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à la partager et passez tous une bonne semaine. Portez-vous bien.